Le webinaire d'aujourd'hui, c'est une collaboration avec le programme Foncé TEDGIE, le programme sur les technologies environnementales de décontamination et la gestion intégrée des eaux et effluents résiduaires. Donc, avant de céder la parole à M. Sioui, le directeur du programme TEDGIE, professeur Patrick Droghi, a quelques mots à nous partager. Donc, j'invite M. Droghi à ouvrir son micro pour ce mot. Merci Valérie pour cette introduction. Effectivement, Patrick Droghi est professeur à l'INRS ETE et est directeur du programme Foncé. Foncé, entendez par là, formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche dans un domaine spécifique en technologie environnementale, de décontamination et de gestion intégrée des eaux et des effluents résiduaires. Donc, c'est un programme de formation du personnel hautement qualifié et qui inclut 8 institutions universitaires à l'échelle du Canada. Et ce programme est financé par le CRSNG. Nous avions débuté ce programme depuis 2017-2018 et ce programme est mené également en collaboration avec Centro, qui est aussi collaborateur dans ce programme de formation du PHQ. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, ce programme s'intéresse principalement à la question de l'eau, la gestion, le traitement et les défis auxquels nous faisons face aux contaminants réfractaires pour lesquels il faut donc déterminer ou proposer des solutions adéquates, appropriées pour faire face à ces contaminants réfractaires. Et dans le cadre du programme Foncé, nous avons 5 volets qui nous permettent donc de former des étudiants dans ces volets. Le premier volet donc, concerne l'application et la valorisation du développement de nouvelles méthodes analytiques et d'identification des contaminants émergents réfractaires. Deuxième volet, c'est l'élaboration, bien entendu, de nouveaux concepts et technologies pour améliorer les systèmes de décontamination des eaux et des effluents résiduaires. Et troisième volet, c'est de mettre au point des technologies capables donc de s'adapter au traitement et à l'assainissement des eaux en milieu nordique dans des régions éloignées. Et quatrième volet, c'est de joindre au développement des technologies des approches intégrées permettant donc de pouvoir utiliser des sources d'énergie renouvelables. Et nous avons le cinquième volet qui consiste donc à récupérer et à réutiliser donc des ressources à partir des eaux usées résiduaires. Donc, voilà un peu les 5 volets dans lesquels nous travaillons et pour lesquels nous apportons une formation également aux étudiants. Alors, cet après-midi, pour ne pas prendre trop de temps, nous allons donc laisser la main à Eric pour nous présenter les défis dans les régions éloignées, dans les communautés autochtones, comment sont gérés ces enjeux reliés à l'eau. Merci. Oui, Awati. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Éric Sioui. Je suis un Huron-Wendat. J'habite Wendake. Et puis, depuis 10 ans, je suis le coordonnateur du programme de formation itinérante au bénéfice des services autochtones. Comme son nom l'indique, formation itinérante, c'est que nous et mon équipe, nous nous déplaçons à travers les 28 communautés des Premières Nations du Québec pour donner de la formation. On a débuté le programme de formation il y a 22 ans. Il y a 22 ans, on a commencé à travailler avec les Premières Nations exclusivement en traitement de l'eau potable et des eaux usées, parce que malheureusement, à cause d'une tragédie, la tragédie de Walkerton en Ontario, qui a changé bien des choses dans la vision, dans la gestion et dans la réglementation des provinces
et du fédéral a été le début d'un changement. Donc, notre programme de formation a débuté il y a 22 ans en traitement des eaux. Puis, on a connu ce qu'on pourrait dire un certain succès, de sorte que Affaires autochtones nous a donné d'autres mandats. Et aujourd'hui, notre programme de formation comporte au moins 5 volets. Donc, on a un hydrogéologue qui nous aide à étudier ou à faire des études de la vulnérabilité des sources d'eau potable pour la protéger, pour identifier les principaux contaminants, puis informer les communautés pour venir influencer le développement du territoire, donc développement stratégique du territoire. On a 3 techniciens seniors en traitement des eaux qui sont reconnus compagnons par Emploi Québec, qui sont nos formateurs itinérants en eau et qui se déplacent dans les communautés. On a un autre technicien senior, responsable de la formation académique, les cours théoriques, et responsable et spécialiste de la gestion des réseaux d'aqueducs et d'égouts, recherche de fuite, réparation, rinçage unidirectionnel. Donc, tout ce beau monde aide à supporter les communautés dans leur gestion et surtout dans un but d'apprentissage et de formation. Autre secteur, depuis peu, 1 an et demi, on a un formateur itinérant en prévention et en protection incendie. Donc, on travaille avec les 16 brigades d'incendie des Premières Nations du Québec pour leur donner le support et la formation. Puis, puisqu'on agit depuis 22 ans en traitement des eaux, à cause de la tragédie de Walkerton, on avait commencé à travailler avec les Premières Nations il y a 10 ans pour la gestion et l'entretien des bâtiments communautaires. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, la pandémie qui nous est arrivée depuis en mars 2020 ici au Québec, on peut compter maintenant 3 techniciens seniors en mécanique du bâtiment qui supportent et aident les Premières Nations pour bien gérer la qualité de l'air, ventilation, humidité, chauffage, climatisation, gicleur, protection incendie. Et on a un dernier technicien, un électrotechnicien, qui fait de l'eau potable, de l'eau usée et des bâtiments pour l'instrumentation, le contrôle de ces bâtiments-là. Donc, c'est notre équipe de formation itinérante. Mais aujourd'hui, on va davantage, peut-être que les scientifiques vont être déçus de ma présentation, mais du moins, je vais susciter l'intérêt parce que ce que je veux faire en tant qu'Autochtone, c'est d'essayer de vous informer et de démystifier un peu qu'est-ce qui se passe chez les Premières Nations dans le domaine de la gestion, le traitement des eaux et pourquoi on les aide et où on en est rendu. Moi, personnellement, j'ai une formation un peu atypique ou anormale. J'ai d'abord fait ma technique en génie chimique. Puis la 3e année de ma formation, il y a un professeur qui nous a parlé de la possibilité, en 1982, de la possibilité qu'il allait avoir de 3 à 5 000 emplois directs et indirects qui allaient être créés dans le milieu du traitement de l'eau. Ça a suscité chez moi un intérêt. Donc, tant qu'à traiter des plastiques, des pétroles ou toute autre substance chimique, pourquoi pas s'attarder à l'eau? Donc, je suis allé à l'université faire un certificat en sciences et techniques de l'eau. Très intéressant, mais très varié. Cycle de l'eau, les quenouilles au barrage, passant par l'hydraulique. Donc, j'ai voulu me spécialiser davantage et je suis retourné au Cégep Saint-Laurent pour faire ma technique en assainissement des eaux. Après ma technique en assainissement des eaux, j'ai fait mon cours d'inspecteur municipal parce que je trouvais que du fédéral au provincial, du provincial au municipal, on transférait les responsabilités d'un palier à l'autre. Donc, j'ai dit, un inspecteur municipal qui a des notions en traitement des eaux, en gestion de l'environnement, ça serait probablement gagnant. Puis, j'ai terminé mes études avec le cours de policier à Nicolette. Donc,
c'est mon parcours un peu atypique. Donc, j'ai commencé à travailler en 1980 pour le ministère de l'Environnement du Québec. Ma charge de travail était de superviser ou de regarder les études de conformité pour les nouvelles usines d'épuration des eaux. Donc, j'ai supervisé plus de 90 municipalités pour m'assurer que les nouvelles usines mises en place étaient conformes à la réglementation et à un certain standard de performance. J'ai arrêté ma carrière en traitement des eaux pour devenir policier, comme je vous contais. J'ai travaillé 2 ans comme policier à Wendake, policier autochtone. J'ai adoré mon expérience, mais ça, c'était dans les années 2000. Et 2000 est arrivée la tragédie de Walkerton. Et là, j'ai eu des appels comme de quoi, c'est vous, M. Sioui, qui est autochtone, vous avez travaillé dans l'eau. Donc, le ministère des Affaires municipales, des Affaires indiennes, a de l'intérêt pour faire un audit et vérifier et travailler avec les gens qui travaillent en eau pour que de telles tragédies ne se produisent pas. Donc, après mes 11 ans au ministère de l'Environnement, mes 2 ans comme policier, j'ai commencé à parcourir le Québec, faire les 28 communautés pour former et donner le support technique aux opérateurs d'usines de traitement des eaux. Donc, avec toute cette expérience, non, je n'ai pas 125 ans, mais j'ai beaucoup d'expérience que je désire vous partager. Comme je vous le disais, ce que je vais faire, c'est vous donner un bref aperçu de l'historique, de l'évolution de notre programme. Je vais vous parler de l'inventaire en général des usines de traitement des eaux chez les Premières Nations. Quels sont les types de sources d'approvisionnement avec lesquelles on a à travailler? Quel type de traitement il existe chez les Premières Nations? Quelle est notre clientèle? Quels sont les cours et la formation qu'on leur offre? Et quels sont nos défis et nos enjeux? Comme je vous disais tantôt, c'est dommage, mais on dirait que les choses changent avec les tragédies. Comme je vous expliquais tantôt, je suis revenu à mes anciennes amours qui étaient l'environnement et le traitement de l'eau parce qu'il y a eu une tragédie, des morts, 7 morts, 2000 malades, des problèmes intestinaux. Puis, il y en a qui ont encore des séquelles aujourd'hui de la contamination de l'eau à Walkerton par des excréments de bovins qui ont contaminé un puits. Bref, notre programme est né en 2000 de cette tragédie. On a renforcé notre département de la mécanique du bâtiment avec la pandémie, la qualité de l'air. Et puis, dernièrement, la protection incendie parce qu'il y a eu des incendies et des décès. Donc, la vie étant ce qu'elle est, c'est comme ça. Affaires autochtones, après 1 an ou 2 de travail avec les Premières Nations du Québec, a donné le mandat pan-canadien à une firme d'ingénieurs conseil, Negan Burnside, pour ne pas la nommer, de faire un audit ou un inventaire, l'évaluation nationale de toutes les stations d'eau potable et d'eau usée chez les Premières Nations du Canada. Donc, au Québec, on nous a approchés, car j'avais un collègue avec moi qui faisait les 28 communautés pour les aider à coordonner cet inventaire-là. Le but était de faire l'inventaire des infrastructures des usines, faire l'inventaire des équipements et faire l'inventaire des ressources qui y travaillaient. Travail exhaustif, visite de 28 communautés. On a écrit avec leur aide, ou ils ont écrit avec notre aide, le rapport final et les constats étaient les suivants. Quelques usines ou plusieurs usines étaient désuètes. Il manquait beaucoup d'équipements, il manquait de suivi, d'analyse, de rédaction de rapports réglementaires. Il manquait aussi de financement et de budget pour bien opérer et pour entretenir les équipements. Il manquait d'entretien préventif surtout
et beaucoup de formation. Donc, les individus qui y travaillaient n'étaient pas dangereux, mais c'était des gens multitâches qui pouvaient faire autant du déneigement et d'autres activités en plus du traitement des eaux. Donc, pour vous faire un portrait général du Canada, on pourrait dire qu'il y a environ 630 communautés des Premières Nations à travers le Canada, dont 212 communautés sont en région éloignée. Donc, plus du tiers des communautés autochtones sont soit coupées de routes et ou d'autres transports rapides, ce qui rend pour nous, les formateurs et ceux qui donnent le support, le travail difficile parce que le support technique est très, très difficile à cause de la distance. Au Québec, on va démystifier un peu. Il y a 14 villages inuits qui se trouvent à l'extrême nord du Québec. Puis, les villages inuits sont considérés ou traités ou réglementés comme des municipalités au Québec. Au sud des villages inuits, il y a les 9 communautés Cris, avec qui on a travaillé durant 3 ans pour la formation. Il y a déjà 2-3 ans. Eux sont financés par l'entente de la baie James. Ils ont conclu des bonnes ententes. Et puis, on ne travaille plus avec eux pour la simple et bonne raison qu'ils ont voulu être autonomes, prendre en main eux autres mêmes le programme de formation et de support à leur communauté. Sauf que dernièrement, ils nous ont rappelé et il y a des balbutiements là, qu'on pourrait recommencer à donner des services complémentaires avec eux, mais il n'y a rien d'officiel. Tant qu'à nous, on s'occupe des 28 communautés des Premières Nations qui sont financées par Service aux Autochtones. De ces 28 communautés-là, il y a 22 communautés qui ont leur propre système de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Ils sont autonomes, ils puisent et distribuent et traitent leur propre eau. Il y a 6 communautés des 28 qui reçoivent le service via une entente intermunicipale avec la communauté, la municipalité voisine. Exemple, proche de chez nous, ici, Wendake, on reçoit les services de la Ville de Québec, l'eau potable, et on rejette nos eaux usées à la Ville. Dans le coin de Trois-Rivières ou de Bécancour, Willinac reçoit les eaux de Bécancour et rejette. Il y a 5 des 6 communautés qui reçoivent le service de la municipalité et il y a une communauté autochtone qui donne le service à la municipalité voisine. Il s'agit de l'Aromène, Unamine-Chipou, sur la basse Côte-Nord, qui offrent leur eau à la municipalité qui s'appelle Gethsemane. Si on fait le bilan, on regarde les 28 communautés, nonobstant qu'ils ont le traitement ou qui reçoivent l'eau d'une autre municipalité, il est surprenant de voir que 16 communautés puisent leur eau via l'eau de surface. Et en revanche, 12 communautés puisent leur eau via des puits, l'eau souterraine. Puis, on sait que, bon, la logique est, on va privilégier d'aller chercher l'eau souterraine pour avoir une qualité d'eau constante, une fiabilité. Mais je me questionnais sur le pourquoi et je me disais peut-être que nos ancêtres autochtones préféraient le transport par l'eau pour se déplacer, chasser et cueillir et que l'eau souterraine, c'était pas ça qui les attirait autant qu'être à proximité d'un cours d'eau de surface pour le transport, mais ce n'est que ma théorie. De nos 22 communautés et de nos 22 systèmes de traitement de l'eau potable et ou des eaux usées, il y a 6 communautés qui ont un traitement simple. Ils prennent leur eau souterraine et puis ils la désinfectent au chlore et ils ne font que l'ajustement du pH pour éviter le facteur
l'eau agressive pour gruger le système, donc, et pour les normes de santé et de qualité aussi. Donc, désinfection et ajustement du pH. Il y a 4 communautés qui ont un traitement complet avec floc lesté et filtration multicouche de type Actiflow, pour ne pas le nommer. On a 3 autres communautés qui ont des systèmes de traitement membranaire. 2 communautés dont le traitement est l'oxydation du fer et du manganèse et filtration sur sable vert. 2 communautés qui ont de la biofiltration. La biofiltration, fer-azur, dans ce cas-ci, sert à faire développer les bactéries sur un lit filtrant ou sur un support biologique, sur la biolite. Puis, le fer qui s'oxyde au contact de l'air est mangé ou est absorbé par les bactéries ferrugineuses. Une dernière communauté, une avant-dernière communauté qui a un système d'échangeur ionique et la dernière qui a un système d'oxydation à l'ozone de l'eau et une filtration lente sur sable. Notre clientèle, nos 28 communautés autochtones, 65 sont francophones. Puis, parfois, ils sont francophones, mais c'est la langue seconde. Puis, 35 de notre clientèle sont anglophones. Sur les 22 systèmes de traitement, tantôt j'ai oublié de vous parler des eaux usées. Je pourrais vous dire que 75 à 80 des systèmes sont des étangs aérés facultatifs. Et on a des biodisques, on a autres types de traitements, SMBR, des bioréacteurs, mais 80 de notre clientèle traite les eaux usées avec des étangs aérés. Des 22 systèmes de traitement de l'eau potable et des eaux usées, on a formé au fil des années et sont actifs actuellement 59 opérateurs qui sont certifiés, reconnus par Emploi Québec comme opérateurs d'eau potable avec le permis de qualification. 41 opérateurs sont certifiés, reconnus par Emploi Québec en traitement des eaux usées. À cela, on peut dire que 80 de nos systèmes ont au moins un opérateur certifié. Bien que le nombre d'opérateurs est plus grand que le nombre de systèmes, il y a des endroits qui ont 2 ou 3 opérateurs certifiés. Puis, à cause de la pandémie, on n'a pas fait de programme ou de cohorte de formation depuis 2 ans et demi. Donc, à certains endroits, il y a eu des retraites, il y a eu des abandons. Donc, il y a eu des communautés à découvert. Il y a quand même des opérateurs qui ne sont pas dangereux, qui sont supervisés par nos techniciens professionnels, mais qu'actuellement, soit au mois de novembre dernier, on a commencé 2 cohortes de formation à Montréal pour regrouper, on centralise à Montréal les communautés de toutes les régions. On a 2 cohortes de formation à Montréal, dont 16 opérateurs francophones qui sont présents et 13 opérateurs anglophones. On donne des formations sur mesure, puis suite à la formation, nos formateurs itinérants compagnons accompagnent dans les communautés les étudiants qui ont suivi la théorie pour faire de la pratique et d'augmenter leurs compétences sur le terrain avec le système de traitement. Lorsque le gouvernement libéral de M. Trudeau est arrivé ou a été élu en 2015, il a fait son cheval de bataille à dire, dans les communautés des Premières Nations du Canada, il n'y aura plus où je vais éliminer le plus possible d'avis d'ébullition à long terme. Donc, lorsqu'il est arrivé en mandat, et puis qui a fait l'affirmation de vouloir régler les avis d'ébullition à long terme partout au Canada, il y avait 128 avis d'ébullition à long terme dans les 630 communautés.
Après 5 ans de travail, avant la pandémie ou lors du début de la pandémie, de 128 avis d'ébullition à long terme, il ne restait que 60 avis d'ébullition. Et en 2022, il ne reste actuellement que 36 avis d'ébullition à long terme. Il n'a pas réussi de ne plus en avoir, mais ça a diminué grandement. Par contre, au Québec, lorsque M. Trudeau est arrivé en poste, il n'y avait aucun avis d'ébullition à long terme parce qu'on travaillait déjà depuis 2000 à former, à travailler avec les Premières Nations. Il n'y avait seulement qu'un avis de non-consommation. Puis cet avis de non-consommation-là ne touchait pas un système collectif de réseau d'aqueduc, mais était localisé pour les puits individuels de la communauté de Kitigan-Zibi, près de Maniwaki, où ce que l'uranium naturel migrait vers les puits individuels. Donc, ce n'était pas un avis d'ébullition à long terme, mais plutôt de non-consommation. Depuis ce temps, certains individus, certains logements ont été branchés au réseau d'aqueduc de là-bas. Puis, il y a beaucoup de dispersion. La densité de population est pas grande, c'est dissipé. Donc, il y a de l'eau en bouteille, puis il y a des solutions qui s'en viennent. Donc, en 2022, à l'heure actuelle, dans les 28 communautés des Premières Nations du Québec, il n'y a aucun avis d'ébullition à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avis d'ébullition préventif, parce que dans nos formations, on montre à nos opérateurs s'il y a un doute sur la qualité de l'eau ou s'il y a des travaux qui pourraient engendrer ou affecter la qualité de l'eau, on communique avec Santé Canada, qui s'appelle maintenant la DGSPNI, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, pour dire « j'ai des doutes sur mes opérations, on va émettre un avis d'ébullition préventif et lorsque la situation sera revenue à la normale, on vous avise. » Donc, pas d'avis à long terme, mais des avis plutôt préventifs. En général, nos techniciens seniors, puis là où on a eu plusieurs discussions avec M. Drugui tantôt, M. Drugui, c'est la nouveauté, c'est les hautes technologies, mais nous, notre réalité autochtone d'éloignement est qu'on favorise beaucoup l'installation de traitements simples, robustes et très efficaces. Parce que la distance fait que la main-d'œuvre spécialisée est très rare. C'est difficile d'obtenir un électronicien, même un électricien, un mécanicien, plombier ou informaticien. Ça relève les temps de réponse sont très, très longs, surtout en cas d'urgence. Puis, ça pourrait mettre parfois certains risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Mais on n'est pas contre l'avancement et on fait des progrès dans ce sens-là. Donc, j'aimerais vous parler, je n'ai pas vérifié le temps, mais pour pouvoir avoir assez de temps pour finir, c'est que nos enjeux, nos difficultés en tant que programme de formation itinérante avec les Premières Nations en région éloignée, c'est d'obtenir des documents officiels en anglais. On a seulement des documents officiels en français. Donc, lorsqu'on veut donner du support, lorsqu'on veut donner de la formation, on est obligé nous-mêmes de traduire les documents et puis de traduire les manuels et les notes de cours. Donc, ça demande, puis j'imagine que le Québec, je ne peux pas croire que les municipalités du Québec, il doit y avoir un pourcentage d'anglophones aussi. Il y a une difficulté, là. Il y a une difficulté. Une autre de nos difficultés, c'est de pouvoir faire du recrutement de nouveaux opérateurs. Je m'explique. C'est que nos exigences aujourd'hui pour pouvoir adhérer à notre programme de formation, on demande un secondaire 5 ou un minimum d'un secondaire 4 en mathématiques. Et puis,
c'est pas évident toujours qu'une personne des Premières Nations qui a obtenu ces standards d'études-là désire travailler au traitement de l'eau, parce que vous le savez, le traitement de l'eau, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis, la vie des Autochtones est basée sur la culture et c'est très bien ainsi. La chasse, la pêche, les promenades en nature font partie prenante de la vie, puis c'est bien ainsi. Donc, un individu qui désire, s'il n'y a pas de remplaçant, s'il n'y a pas de relève, puis s'il n'y a pas de corps de travail avec lui pour pouvoir avoir ses fins de semaine ou un petit peu de temps libre, ce travail-là n'est pas très valorisable ou envisageable pour certains individus. Donc, on travaille beaucoup avec les Premières Nations, mais on n'a pas eu le temps de travailler la promotion. On a fait quelques journées portes ouvertes avec les secondaires 5 pour lui montrer d'où provient leur eau, l'importance d'en prendre soin, comment on la traite. Et bien souvent, quand on n'est pas conscient de ça, on ouvre le robinet, on a de l'eau, on tire la chasse d'eau, puis on n'a plus d'eau usée. Puis entre les deux, on ne se pose pas de questions. Mais c'est un travail qui est en tout cas, qui est utile et indispensable pour la vie d'une communauté. Donc, on a parlé avec l'Institut de développement, puis des partenaires en traitement des eaux, puis des journées portes ouvertes, des journées carrières, qui auraient des kiosques pour vendre, promouvoir le travail ou la relève en traitement des eaux, serait le bienvenu à court et à moyen terme. Lorsque je vous parlais qu'on avait engagé un hydrogéologue il y a 1 an et demi, c'est qu'on s'est assis avec les affaires autochtones et puis on a discuté en lui disant « Vous avez investi des millions dans la mise à niveau des usines de traitement des eaux. Vous avez mis des centaines de milliers de dollars pour la formation des opérateurs qui y travaillent. On met de l'argent pour pouvoir faire des programmes de gestion de l'entretien. Mais l'essentiel, on règle un problème où on le règle à la source. Et la source d'eau, on n'a pas mis de temps, on n'a pas mis d'argent, puis on n'a pas mis d'attention à protéger nos sources d'eau. Donc, depuis 1 an et demi, on travaille avec David, M. David Granger, qui vient faire. David, jusqu'à maintenant, a eu le temps de faire 6 analyses de vulnérabilité des sources, ceux qu'on a jugés les plus à propos pour l'instant ou les plus prioritaires. Puis, David écrit un beau rapport et puis fait de très belles cartes qu'on va présenter aux Premières Nations pour leur expliquer d'où proviennent les sources d'eau, à quelle vitesse ça se déplace sur ou sous la terre, puis quel trajet ça l'entreprend. Puis là, les gens prennent conscience de la situation, puis c'est là qu'on forme le comité local pour que les gens de la communauté se prennent en main, prennent connaissance de la situation, puis David explique aussi d'où peuvent provenir les contaminants, soit d'activité humaine ou soit de la nature tout simplement. Puis, quand les gens prennent conscience que ce soit une chute de neige usée, de dire, bien, plutôt que la mettre là sur la recharge de votre source d'eau, on pourrait la déplacer. Donc, il y a une prise en main, il y a une prise en charge. Puis, dernièrement, on a fait l'exercice en Abitibi. Puis, l'opérateur a eu le premier réflexe de sortir un plan du développement du territoire, puis essayer de juxtaposer le panache de recharge de l'hydrogéologue avec le développement. Il y a déjà eu une association qui s'est faite pour pouvoir mieux gérer le territoire. Autre défi, on a travaillé avec d'anciens opérateurs puis d'anciennes usines. On a refait ou remodelé de nouvelles usines. Alors là, notre préoccupation, c'est que les nouvelles usines qui ont été faites ou qui vont être faites chez les Premières Nations suivent le guide de conception du Québec,
où ce que les ingénieurs ont pensé qu'il y ait redondance, qu'il y ait des bons points d'injection, qu'il y ait ce qu'on voudra. Donc, on se retrouve avec des usines moins à risque de tomber en panne. On exige les plans tels que construits plutôt qu'avoir une usine où on ne retrouve rien pour supporter et aider à la formation. On s'assure que le produit final, que la communauté ait ses manuels de service où ce qu'ils vont pouvoir retrouver quel équipement qui a été mis dans leur usine, quel est le fournisseur s'ils ont à acheter des pièces de rechange ou faire venir autre chose. Donc, des outils de gestion pour la communauté, un manuel d'opération, comment fonctionne le procédé, comment doit-on entretenir le procédé et quels sont les problèmes ou les troubleshooting, s'il y a des problèmes, quelles sont les alternatives de traitement. Et idéalement, on essaye de mettre dans l'équation qu'il y ait une mise en service des installations qui soit faite par le consultant et par les entrepreneurs qui fassent fonctionner l'usine, puis qu'elles atteignent les standards de qualité qu'elles étaient supposées offrir à l'origine. Donc, nos techniciens seniors accompagnent la communauté pour s'assurer que les nouvelles constructions aient toutes ces choses-là, en plus du SCADA. Le SCADA, c'est le système d'acquisition des données, le contrôle de l'usine et le système de production des rapports, de façon à ce que le système informatique réponde au règlement provincial et fédéral. Puis ça, je dis toujours provincial et fédéral, parce qu'on se trouve toujours, oui, Valérie, j'imagine qu'il reste 5 minutes. Je vais aller vers la fin, j'arrivais vers la fin. Les enjeux sont aussi, à cause des régions éloignées, l'approvisionnement des pièces, l'approvisionnement des produits chimiques. Si les gens achètent trop de produits chimiques, après un certain temps, comme le chlore, c'est périmé. La distance, comme je le disais tantôt, c'est difficile d'avoir de la main-d'œuvre spécialisée. Il est aussi difficile d'avoir en région éloignée un système d'alimentation électrique fiable, d'avoir du courant continu, d'avoir pas trop de variations qui vient endommager nos moteurs, nos contrôles, tout ça. Si on veut avoir des données à distance ou se brancher sur le web, les connexions Internet sont difficiles. Puis, on a beau former le personnel, les opérateurs, on s'est aperçu que nos prochaines cohortes de formation vont être données aux gestionnaires pour leur faire prendre conscience de tout le travail que les opérateurs ont à effectuer. Donc, on pense qu'en sensibilisant les responsables, on va avoir un meilleur appui pour nos opérateurs. On désire faire le lien avec Santé Canada, collaborer avec eux, puis un peu comme Patrick, connaître les nouveaux polluants émergents qui pourraient arriver pour être un peu à l'affût. Un de nos travaux qui est difficile, mais qu'on réussit depuis des années, c'est de valoriser la profession d'opérateur. Puis à cet égard, on fait à chaque année, depuis 20 ans, une conférence des opérateurs à Montréal sur 3 jours, où ce que la première journée, c'est plus de l'information, la formation, et Patrick a participé à la dernière formation pour venir parler des polluants émergents. On avait Environnement Canada qui est venu parler de la réglementation. Donc, il y a une journée information. Puis notre deuxième journée, c'est nos fameuses Olympiades. C'est une compétition réelle. On forme des équipes, puis on emmène les gens sur le terrain à Kahnawake. Puis on fait 7 activités, 7 concours, puis on juge des activités. On fait un examen, on fait des branchements, on fait des entrées en espace clos, puis on note les individus, puis on termine notre soirée avec une soirée méritas où on remet des médailles, où on remet des méritas pour les communautés qui font des programmes d'échantillonnage exemplaires. On valorise le travail. Donc, le petit vidéo qu'on aura après les questions, on a déjà filmé, c'est vieux, en 2006,
ce que ça a l'air, les Olympiades et notre soirée méritasse de fin de soirée. Donc, ceux qui pourront rester, on va projeter le petit vidéo des Olympiades. Donc, je vous dis Tiawan Kantio, ce qui veut dire merci beaucoup et bonne journée.